Voilà, je vais déjà commencer parce que sinon je prends le temps du webinaire. Bienvenue tout le monde. Tout d'abord, bonne année, bonne santé et en espérant que 2021 sera un peu mieux que 2020. Bon, comme vous avez déjà vu, nous avons déjà pas mal d'activités prévues et on est très heureuse d'être ici chez Vinsot pour le webinaire HVAC et Covid. Je vais donner la parole à Suleiman qui va faire cet webinaire et je reviens à la fin pour vous remercier. Suleiman. Merci Tania. Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Je m'appelle donc Suleiman Amrani et j'ai le plaisir donc de présenter ce meeting avec vous. Donc ça concernera le coronavirus et les systèmes de ventilation. Et sans plus attendre, voici les différents thèmes que nous allons aborder. Le coronavirus et la pandémie, le SBS, donc Sick Building Syndrome, la EAQ, donc Indoor Air Quality, la ventilation, le chauffage, la climatisation et la performance énergétique, la réglementation et la législation autour de l'HVAC et les guides de bonne pratique ou guidelines. Les défis d'aujourd'hui sont assez conséquents, donc on traverse tous une crise assez difficile. Il y a déjà l'intégration de toutes les règles et mesures qui nous sont imposées, notamment par le gouvernement, les arbres qui composent la forêt, on va dire. Quelles sont les mesures à prendre en tant que personne privée et en tant qu'entreprise? Quelles sont les mesures techniques et organisationnelles que nous devrions prendre? Quelles sont les applications innovantes auxquelles nous pouvons nous attendre? Qu'apporte le futur après la Covid-19? Et enfin, la vaccination est-elle la seule solution contre une pandémie? Et que ferions-nous en cas de nouvelle pandémie? Est-ce qu'on attendra sagement l'arrivée d'un nouveau vaccin un an après? C'est ce que nous allons voir. Alors, le Sick Building Syndrome, c'est en grosso modo considérer qu'un bâtiment est un méga-organisme composé d'autres organismes. Nous sommes ces organismes, nous sommes les personnes qui habitent ou qui occupent le bâtiment. Et il est important que ce bâtiment soit en bonne santé. Un air trop sec peut être à l'origine de pas mal de désagréments, comme la déshydratation des voies respiratoires, de la peau, des yeux, et c'est la conséquence d'une humidité relative trop faible. Dans ce contexte, un virus, comme celui de la grippe, a carte blanche et peut se propager puisqu'il subsiste plus longtemps dans l'air. Il peut notamment utiliser des chemins tels que le système de ventilation des bâtiments pour se déplacer ou simplement des courants d'air qui sont, je vous le rappelle, un simple déplacement d'une masse d'air d'un point A à un point B. Donc ça constitue un certain risque. Une mauvaise ventilation ajoutée à une forte concentration en micro-organismes implique que nous serions victimes, si vous voulez, d'attaques potentielles de ces virus. Donc, ils peuvent non seulement provoquer des infections, mais aussi provoquer des réactions allergiques. Et des installations mal entretenues ou une mauvaise circulation de l'air peut augmenter ce facteur. L'humidité joue un rôle dans ces conditions, mais malheureusement, dans le cas du Covid-19, le virus SARS-CoV-2 n'est pas très sensible aux variations des conditions climatiques, c'est-à-dire qu'il résiste à une humidité allant jusqu'à 80% et une température de 30 degrés. Là, on est dans une forêt tropicale. Ce sont des conditions impossibles à appliquer au sein d'un bâtiment. Donc, c'est tout simplement pas réalisable. Il a été démontré que le virus du SARS-CoV-2 est jugé viable pendant 14 jours sous une température de 4 degrés, pendant 1 jour sous une température de 37 degrés, et pendant 30 minutes à 56 degrés. Donc, il est assez résistant
et changer les conditions climatiques au sein d'un bâtiment serait assez compliqué pour contrer la propagation du virus. Quel est le chemin le plus facile pour aller vers une infection par le SARS-CoV-2? Eh bien, c'est l'exposition à des gouttelettes respiratoires qui sont porteuses du virus. D'où viennent ces gouttelettes respiratoires? Tout simplement en parlant, en chantant. Là, pendant que je suis en train de parler, eh bien, j'émets des gouttelettes qui, pour certaines, tombent directement au sol à une distance maximum de 1,5 mètre. D'autres restent en suspension dans l'air et c'est le plus grand risque auquel nous pourrions être exposés en cas évidemment d'infection de la personne qui émet ces gouttelettes. Le risque est proportionnel à la concentration en particules viables et à la durée d'exposition. Donc, ce n'est pas la même chose d'être exposé dans une pièce où une personne est infectée et dans laquelle vous restez 15 minutes. Et dans un autre cas, si vous rentrez dans une pièce et que vous y restez 3 heures avec 2 ou 3 personnes infectées et présentant des symptômes. Donc ici, la concentration en particules viables et la durée d'exposition sont les 2 facteurs les plus importants dans le cas d'une infection. Les 3 modes d'infection, comme je vous l'ai dit, sont premièrement par contact, donc lorsqu'on serre la main d'un collègue ou qu'on fait un câlin ou pire, qu'on s'embrasse, là c'est un contact direct. Un contact indirect serait de toucher une poignée de porte après que quelqu'un d'infecté l'ait touché aussi, ou qui est simplement des gouttelettes qui se soient déposées sur une poignée de porte, une barre de métro, une surface, une table, un bureau. Ça, ce sont les contacts indirects. Concernant les gouttelettes, on distingue 2 catégories. La première, ce sont les gouttelettes dont le diamètre est supérieur à 5 microns, 5 à 10 microns. Ce sont des gouttelettes respiratoires. Donc ça, on parle plutôt de postillons. Et ce sont des gouttelettes qui auront tendance à tomber à une distance maximum de 1,50 m, d'où la distanciation sociale de 1,50 m pour éviter que les postillons des gens qui parlent devant vous ne vous arrivent dans la figure et que vous ne les inhaliez. Ensuite, on a les gouttelettes d'un diamètre inférieur à 5 microns, qui sont aussi appelées aérosols, et celles-ci s'attardent plus longtemps dans l'air et sont, si vous voulez, ce sont des gouttelettes stagnantes. Ce sont elles que vous risquez le plus d'inhaler, puisque dans un local peu ventilé ou pas ventilé, vous risquez tout simplement d'inhaler ces gouttelettes qui sont en suspension dans l'air. Les aérosols et les virus. Donc déjà, un virus, il faut savoir que ça a une taille tellement petite qu'il est impossible de l'observer à l'aide d'un microscope ordinaire. Ça a la taille, si vous voulez, d'un dixième du diamètre d'un cheveu. C'est dire à quel point c'est microscopique, c'est petit. Et l'OMS et divers instituts indiquent une corrélation entre une mauvaise ventilation et la propagation des particules virales d'une très petite gouttelette d'eau. Toutefois, il subsiste un doute, ça n'a pas été clairement démontré, mais beaucoup d'institutions supposent fortement que c'est l'un des principaux facteurs. Concernant les aérosols, comment est-ce qu'on peut en émettre? En toussant, comme je vous l'ai dit, en éternuant, mais également par le simple fait de parler. Donc tousser et éternuer, c'est ce qui émet le plus de gouttelettes. On aura les différents diamètres et lorsqu'on parle, on émettra des gouttelettes de plus petite taille. Et ce sont ces gouttelettes qui seront plus en suspension. Les petites particules d'eau contiennent également un virus et cela peut créer un nouveau risque. Les aérosols peuvent atterrir sur des surfaces telles que des poignées de porte, comme je vous l'ai expliqué, les interrupteurs, les ordinateurs, les rampes, etc. Les petits aérosols peuvent parfois même être directement inhalés, comme je vous l'ai expliqué. Et dans des particules de coronavirus, on peut considérer qu'elles peuvent parcourir une certaine distance et qu'elles peuvent être actives pendant jusqu'à 3 heures après leur libération dans l'air. L'humidité et la température déterminent également la durée de vie de ces aérosols en tant que porteurs du virus. L'opinion scientifique générale est que les aérosols jouent un rôle majeur dans la propagation du virus.
Et on peut prendre une unité assez fiable pour mesurer le taux de contamination potentielle d'une ambiance, si vous voulez, d'un volume d'air donné dans un local. Il faut savoir que l'atmosphère est constituée de 21% d'oxygène, de 78% d'azote et d'autres gaz, dont 0,03% de CO2, mais aussi des vapeurs d'eau que nous émettons notamment. L'air que nous respirons est, dans l'environnement extérieur, contient en moyenne 400 particules par million de CO2 et ça correspond à un taux de 0,03% de CO2. L'air que nous exhalons, donc quand je parle, j'exhale de l'air qui contient environ 40 000 particules par million de CO2, soit 4% de l'air que j'exhale. La quantité de CO2 dépend de l'activité physique, ça dépend de votre sexe, votre activité physique, votre âge, et un employé effectuant un travail très léger, comme par exemple un travail de bureau, émet en moyenne 20 litres de CO2 par heure, ce qui est énorme. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au CO2? Parce que dans un volume donné, le CO2 est la chose la plus facilement mesurable et le CO2 augmente proportionnellement à la pollution, si vous voulez, dans un volume d'air donné. Donc la pollution, ça concerne les squames, les poils, les particules de poussière et également le parfum, le déodorant, tous ces éléments qui viennent polluer l'air ambiant sont directement proportionnels à la quantité de CO2 présent dans l'air ambiant. Donc, intuitivement, on peut dire que le CO2 indique également la présence potentielle de virus et de bactéries dans l'air. Quelles sont les lignes directrices de l'OMS? Alors, premièrement, on parle de transmission par les aérosols, donc dans des environnements spécifiques qui sont couverts, fermés, souvent encombrés, donc occupés par plusieurs personnes et insuffisamment ventilés. L'exposition pendant de longues périodes, donc ce sont donc les deux caractéristiques dont on parlait, l'exposition à des gouttelettes dans des endroits fermés et l'exposition pendant de longues périodes. C'est le cas notamment des restaurants, des chorales de chant, des gymnases, des boîtes de nuit, etc. La transmission également par contact, donc toucher quelqu'un, lui serrer la main, lui faire une accolade, éternuer, tousser sur des surfaces, des objets, et ou que d'autres personnes vont aller toucher et s'infecter en ensuite se touchant le visage, le nez, etc. Donc les risques, nous les connaissons maintenant. Les mesures barrières, c'est quelque chose qui a été répété par les institutions gouvernementales. C'est indiqué partout. En principe, tout le monde sait comment appliquer les gestes barrières. Concernant l'HVAC, donc les techniques de ventilation, le cadre législatif autour de la HVAC, la première chose, la chose la plus importante dans l'HVAC, les mesures à suivre, c'est la PEB. La réglementation sur la performance énergétique et le climat intérieur. C'est appliqué depuis 2006. On s'efforce d'isoler de plus en plus les bâtiments et d'appliquer une ventilation à l'intérieur de ceux-ci. C'est la législation de référence autour de l'HVAC. Ensuite, on a aussi une norme belge, la norme NBN D50001, qui distingue 4 types de ventilation. Le système A avec un apport et une évacuation naturelle, un système B avec un apport mécanique et une évacuation naturelle, le système C avec un apport naturel et une évacuation mécanique, et enfin le système D où l'apport et l'évacuation sont assurés de façon mécanique. Quelles sont les exigences d'installation applicables? Eh bien, aujourd'hui, il faut que le système installé soit de type D, donc avec un apport et une évacuation mécanique, et que le bâtiment ait une efficacité thermique de au moins 75% avec quelques facteurs de correction. L'arrêté royal du 2 mai 2019, qui vient abroger le codex en matière de bien-être au travail, exige que la concentration en CO2 soit inférieure à 900 particules par million, ce qui correspond à un débit minimal de ventilation de 40 mètres cubes par heure et par personne dans un local. Dans certaines conditions, ça peut aller jusqu'à 1200 particules par million, ça peut être toléré, mais il faut une analyse de risque. Et puis enfin, on ira suivre la directive pratique, donc c'est toutes des questions de bon sens. L'employeur peut être tenu responsable. En plus de ces 900 particules par million de CO2, jusqu'à un maximum de 1200 particules par million,
L'obligation supplémentaire d'effectuer une analyse de risque pour toutes les sources de qualité de l'air intérieur. L'analyse de risque est prévue par le Codex et elle vient, si vous voulez, mettre une ligne directrice sur les bonnes règles à suivre en matière de code du bien-être au travail. Qu'est-ce qu'on fait pendant cette analyse de risque? Eh bien, l'organisation dans son ensemble, au niveau de chaque groupe, chaque poste de travail ou de fonction, et au niveau de l'individu, est analysée et consiste successivement en l'identification des dangers pour le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, la définition et la détermination des risques pour le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, et enfin l'évaluation des risques pour le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. Pour le cadre législatif, donc on en parlait, les principales exigences de conception des systèmes sont soumises à l'efficacité énergétique. On parle beaucoup trop peu de la qualité, la pureté de l'air elle-même et de sa filtration, donc le EAQ, le Indoor Air Quality. L'OMS a bien des guides pratiques et les Pays-Bas aussi. Le Codex met l'accent sur une analyse de risque et met ça dans des guides de bonne pratique. En ce qui concerne l'HVAC, on peut commencer une base de conception sur l'efficacité énergétique, mais la qualité de l'air n'est jamais à l'ordre du jour. On essaye toujours d'être efficient, d'économiser un maximum d'énergie, mais la qualité elle-même de l'air n'est jamais une priorité. Donc, avec une ventilation minimale de 25 ou 40 mètres cubes par heure par personne, selon la présence des sources de pollution dans le local, on peut avoir déjà une bonne base de conception. Ensuite, comme je vous le disais, des conditions idéales dans un local. Pour l'humidité, ça se situe entre 40 et 60% d'humidité. Et pour la température, on est plus de l'ordre de 22 à 23, 24 degrés. Toutes sortes de conditions sont possibles, toutes sortes de mesures, telles que la déviation. On peut dévier des systèmes d'HVAC, comme on le verra un peu plus tard. Quelle est l'implication des valeurs de pointe de CO2? Pour faire redescendre les valeurs de CO2, il faut augmenter le débit de ventilation. Donc, on vient drainer, si vous voulez, le volume d'air qui se trouve dans un local pour faire un renouvellement, si vous voulez. Il en résulte que pas mal de plaintes vont ressortir. Certains trouveront qu'il fait trop froid, qu'il y a trop de vent, qu'il fait peut-être trop chaud, mais c'est nécessaire pour l'assainissement de l'air ambiant. Et avec des conséquences contradictoires dans la législation même, les défis sont assez difficiles à relever. Mais je pense qu'on peut tous y arriver. Concernant la pandémie, de nombreuses organisations travaillent sur ce sujet et ont produit des lignes directrices, très certainement l'OMS, REVA, l'ASHRA, etc. Quelles sont les caractéristiques de concentration de particules viables et la durée d'exposition? Donc ici sur cette image, on peut voir que sans une bonne ventilation, on peut être exposé à pas mal de particules qui pourraient potentiellement être virales et que ça ne peut que s'accumuler. L'être humain ne filtrera pas l'air ambiant, il ne fera que le polluer davantage. Alors qu'avec une bonne ventilation, on peut voir que l'air entrera dans une pièce pour en sortir de l'autre côté, et on apportera de l'air neuf continuellement, ce qui drainera, assainira le volume d'air ambiant. Voici un exemple d'un restaurant en Chine. On voit ici que près de l'inverteur, on a une personne contaminée, et que cette personne contaminée émettant des aérosols a pu contaminer ses voisins qui étaient dans la même direction que le flux d'air engendré par l'inverteur, et que ces aérosols ont simplement été transportés à une vitesse assez importante vers le fond de la pièce. Donc c'est un cas typique. Il faut éviter les flux horizontaux. Une expérience qui a été menée sur différents virus
On a mis un animal qui était malade dans une boîte avec pour seule évacuation d'air un passage vers une autre boîte dans laquelle se trouvait un autre furet qui lui était sain. Et bien, en conséquence, les deux furets ont été infectés. Voilà, encore un exemple, une personne infectée qui arrive à infecter tout un local et même d'autres personnes qui se trouvent dans d'autres pièces. Comment c'est arrivé? Eh ben, les particules virales ont emprunté des chemins tels que les conduites de ventilation du bâtiment. Sans la ventilation, les aérosols restent en suspension dans l'air et ils deviennent de plus en plus concentrés avec le temps. Plus on émet des particules, plus l'air ambiant est concentré en particules virales. Ça ne s'assainit qu'en drainant le volume d'air. Donc les problèmes classiques augmentent, s'ajoutent à ceux que vous connaissez déjà. Il faut déterminer les risques que vous voulez prendre en tant qu'employeur. Chaque rôle a ses responsabilités. Il faut effectuer ou faire effectuer une analyse de risque approfondie. Il faut lire et comprendre les réglementations, les recommandations de nombreuses lignes directrices, comme celle de l'OMS par exemple. Faites-vous conseiller et appliquez-les de manière cohérente. Les mesures organisationnelles et techniques doivent se renforcer et se compléter mutuellement, et non pas se contredire. Vous devriez connaître votre type de contrainte et les capacités de votre bâtiment en matière de HVAC et si vous avez un taux d'occupation. Adaptez votre politique en conséquence et contrôlez vos foules. Utilisez un modem dynamique. Bientôt, tout le monde retourne au boulot? D'accord. Il faut établir un plan avant de ramener les employés au travail. Gardez vos gestes barrières bien en vue. Vos masques, les poignées de main restent interdites. Restez à la maison en cas de fièvre, en cas de symptômes et encouragez au maximum le télétravail. Quelle est votre vision? Êtes-vous le prochain employé, êtes-vous un employeur de la période après la crise du coronavirus? Différentes variables se posent dans notre équation, notamment le nombre de personnes présentes, le nombre de personnes infectées présentes, le nombre d'heures de présence des personnes susmentionnées, la production de CO2 de ces personnes qui augmente avec l'activité physique. Donc, pour les personnes les plus capables d'effectuer des efforts physiques, c'est différent. La quantité d'émissions et la vitesse du virus, la façon dont il se propage dans un bâtiment, à quel point il est ventilé, le nombre de personnes surinfectantes, la décomposition du virus, le dépôt sur des surfaces, la taille et le type d'espace qu'on a dans les locaux, la conception des systèmes HVAC, le débit, le renouvellement d'air, les filtres et le port d'EPI, la présence d'équipements de protection collective et ainsi que la culture, l'éducation, si vous voulez, de vos employés. Donc ça, ce sont toutes les contraintes. Est-ce qu'on est capable de mettre toutes ces contraintes dans la même équation? Oui, c'est possible, avec de bonnes recommandations. La première, augmenter l'apport en air frais. Ça réduit considérablement le risque de contamination. Deuxièmement, instaurer une période de ventilation prolongée, 2 heures avant l'arrivée de vos employés dans les bureaux et 2 heures après leur départ du bureau. Assurer un apport d'air neuf autant que possible, donc au mieux 100% d'air neuf, et arrêter de recirculer l'air repris. Si c'est impossible que les conditions thermiques de votre bâtiment impliquent une recirculation, alors adaptez votre système HVAC en implémentant par exemple des filtres qui sont assez conséquents et qui peuvent empêcher la propagation du virus via votre système HVAC. Vous pouvez également augmenter le taux de renouvellement d'heures et par personne présente par ventilation mécanique ou naturelle. Réduire considérablement la présence et la durée du séjour dans la même chambre. C'est assez difficile, mais vous pourriez imposer un laps de temps maximum dans une pièce. Il faut également éviter les petites pièces de plus de 2 personnes, et même si elles sont très bien ventilées. Faites attention également à la géographie. Un endroit où les personnes sont de passage, donc à l'entrée, dans les escaliers, tout ça implique des flux horizontaux et dans lesquels vous ne pourriez pas assurer une distance sociale de plus de 2 mètres. Vérifiez que le récupérateur de chaleur est équipé de filtres corrects et qu'il n'y a pas de fuite.
Et assurez-vous aussi qu'il y ait un équilibre entre ventilation naturelle et mécanique. Beaucoup de conflits de flux d'air avec les systèmes HVAC existants en corrélation avec les fenêtres qui s'ouvrent intempestivement. Ouvrir une fenêtre seulement 15 minutes avant et après la réunion est suffisant. Pas nécessaire d'ouvrir une fenêtre pendant une réunion. Ajoutez également des précautions générales pour éviter les vitesses d'air élevées et les flux particulièrement ciblés d'une personne à l'autre. Les sanitaires doivent toujours être en dépression par rapport aux autres locaux, ainsi pour ne jamais avoir un flux d'air sortant des sanitaires qui représente effectivement un risque pour les usagers. Quelles sont les recommandations? On recommande donc une recirculation mais on ne recommande pas la recirculation. On propose plutôt un apport de 100% d'air neuf. Ça a un impact sur le chauffage, mais si c'est possible, c'est la meilleure chose à faire. Dans ce cas-là, il faut vérifier les fuites. Est-ce qu'on a un taux de fuite de plus de 5%? C'est important à regarder. Vérifier les entrées et sorties d'air. Est-ce que les grilles de ventilation et d'extraction sont bien dégagées? Elles ne doivent pas être obstruées. Ça implique une obstruction, une diminution, si vous voulez, du drainage de l'air ambiant. Quels sont les systèmes de récupération de chaleur? Quelles sont les techniques que vous utilisez? Est-ce que vous avez une roue d'enthalpie pour récupérer l'énergie? Est-ce que vous avez un simple échangeur à plaques? C'est à nous de déterminer ça. Les filtres sont très importants. Dans un système HVAC, le filtre est ce qui va assainir l'air qui est repris dans votre local en cas de recirculation. Donc, en l'occurrence, actuellement, nous recommandons un filtre MERV 15, l'équivalent F9, pour contrer la propagation, si vous voulez, des virus. L'emplacement des filtres est également essentiel, doit être à l'entrée après la vanne de recirculation. Le taux de renouvellement d'air par heure est fonction également de la présence. Y a-t-il une sonde CO2? Est-elle continue? Est-ce qu'on peut augmenter le taux de renouvellement d'air? Et il faut faire attention aussi au compteur de CO2 mobile et au bon emplacement de la mesure. Ensuite, il est important de surveiller la ventilation. Est-ce qu'un entretien régulier est fait? Est-ce que des instructions telles que la procédure pour remplacer les filtres répondent aux directives du Covid-19? Ça, c'est important de vérifier. Est-ce que dans votre bâtiment, il y a des ventilateurs privés? Est-ce qu'il y a des ventiloconvecteurs? Est-ce que leur vitesse peut être ralentie? Disposent-ils du bon filtre? Sont-ils bien équipés? Une fenêtre d'opération, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut allumer 2 heures avant l'arrivée des employés votre ventilation et l'éteindre, comme je vous l'ai dit, 2 heures après le départ de ceux-ci. Est-ce qu'il existe chez vous une procédure pour l'ouverture des fenêtres? Est-ce qu'un bureau est suffisamment équipé et porte-t-il des indications visuelles claires pour savoir est-ce que vos employés savent comment utiliser vos infrastructures? Ça aussi, c'est important à aller vérifier. Pour les flux d'air horizontaux, les employés sont-ils dans un flux d'air direct et sont-ils bloqués mécaniquement? Y a-t-il des fans locaux dans les bureaux? Les sanitaires, comme je vous l'ai dit, doivent être en dépression. Est-ce que la ventilation est assurée en 24/7 dans vos sanitaires? Et existe-t-il des instructions sur la fermeture du couvercle des toilettes pour la chasse d'eau? C'est une question importante à se poser et à veiller à ce qu'elle soit appliquée. Notre approche chez Vinsot, en voici la vue d'ensemble. Nous proposons une analyse de risque faible pour les petits bâtiments, les bureaux, les magasins, etc. Et l'implémentation au label Safe Zone Covid-19. On met l'accent sur les procédures organisationnelles que vous proposez et nous évaluons sur base de notre savoir-faire et des meilleures pratiques des directives REVA et des publications internationales. Pour les endroits représentant un risque significatif, une analyse de risque détaillée à haut risque pour les entreprises et les bâtiments à haut risque, tels que les hôpitaux, les aéroports, les conférences, etc.
peut être proposée. C'est une analyse de risque sur le système HVAC en lui-même et on analyse aussi le risque de contamination locale ou globale. On identifie également les composants critiques qui jouent un rôle important dans la prévention de la propagation du Covid-19 et c'est effectué par un spécialiste de l'analyse des risques. Notre méthodologie est la suivante. Nous vous proposons un rendez-vous. Premièrement, nous vous demandons les documents techniques de votre bâtiment, ainsi que les mesures que vous avez déjà prises. Ensuite, nous les analysons. Nous prenons un premier rendez-vous avec vous dans lequel nous allons visiter votre infrastructure et vérifier que les mesures que vous avez prises correspondent aux décisions gouvernementales, aux guidelines de l'OMS, etc. Et ensuite, nous établissons un rapport qui vous donnera une marche à suivre pour lever tous les manquements dans votre bâtiment. Et en option, on peut vous proposer un audit et un label pour venir vérifier que vous avez bien pris en compte nos considérations lors de notre premier rapport. Donc on vous livre un rapport complet avec des mesures à implémenter et ce rapport est basé sur des documents scientifiques, des études et des lignes directrices internationales telles que l'AREVA. Une expertise aussi multidisciplinaire et les meilleures pratiques de chez Vinsot. Si nécessaire, nous pouvons aussi faire une analyse du crowd control chez vous. Ce que nous fournissons, c'est un conseil avec des actions pour rassurer tout le monde sur le fait que tout est fait pour limiter la propagation du virus. Et en option, de réaliser un audit avec le label de qualité Vinsot pour rassurer leurs clients, leurs fournisseurs et leur personnel. Y a-t-il des solutions technologiques? Oui, elles sont assez nombreuses. Il y a les épurateurs d'air avec des filtres HEPA. Il y a la filtration électrostatique, la désinfection par la lumière, par des rayons UV, si vous voulez, dans des unités de système de chauffage, de ventilation, de climatisation. On peut implémenter ça. L'ozone, c'est possible aussi, et des changements d'air élevés par heure, donc jusqu'à 5 fois. Aller renouveler jusqu'à 5 fois par heure le volume total d'un local ou d'un bâtiment. Mais curieusement, tout cela existait déjà avant la crise du coronavirus. Et quel est le futur? Nous supposons fortement que les normes évolueront et tiendront compte de la qualité de leur intérieur. Suite à une telle crise, c'est forcé. On sera obligé de tenir compte de la qualité de l'air dans les prochaines normes. L'efficacité des purificateurs d'air et des antiviraux, des solutions technologiques seront proposées. On va ajouter l'importance de la qualité de l'air intérieur dans le rapport correct entre l'efficacité énergétique et la balance PEB. Une construction modulaire et utilisation dynamique d'installations et de bâtiments à haut risque, tels que les maisons de retraite, les hôpitaux, les stades, les centres commerciaux, etc. Et également pour la saison régulière de la grippe. L'impact sur l'immobilier qui sera énorme avec les nouvelles normes. Il faudra planifier au bureau ou travailler à domicile. Quel bâtiment répond à la nouvelle norme de qualité d'air intérieur et de résistance aux pandémies? L'impact sur les ressources humaines, si votre bâtiment est sûr selon les normes, est régulièrement validé, et en collaboration avec des ingénieurs et des virologistes. Le télétravail reste la norme, et probablement qu'il y aura des garanties et des certificats, des chèques émis en fonction de l'évolution de la situation. Voilà, je vous invite donc à émettre vos questions via la chatbox. J'ai déjà une question ici. Alors, les systèmes HVAC sont capables de prendre 100% d'air extérieur sans recyclage. Chaque HVAC en est capable. Alors, en principe, dans la pratique, oui, mais il faut tenir compte également du besoin thermique des bâtiments. Tous les bâtiments ne sont pas, toutes les installations ne sont pas dimensionnées pour assurer un chauffage, si vous voulez, de l'air ambiant avec 100% d'air neuf. Lorsqu'il fait moins 10 degrés à l'extérieur, toutes les installations ne sont pas capables d'assurer un apport thermique
nécessaires pour assurer des conditions climatiques de confort. Voilà, c'était Souleymane Amrani. J'ai été ravi de présenter ce sujet avec vous et il ne me reste plus qu'à redonner la parole à Tania et vous souhaiter une excellente journée. Merci. Merci beaucoup, Souleymane. C'était superbe. J'espère que vous avez tous bien... Attendez, il y a un petit problème technique, c'est bon? Merci. Vous avez tous bien suivi le webinaire, que vous avez plein de questions peut-être après. Si ça c'est le cas, n'hésitez pas d'envoyer un email à secretary@ifma.be. Nous, on fait en sorte que les questions seront envoyées chez Souleymane. Voilà, il me reste que de vous dire merci beaucoup. N'oubliez pas, la prochaine activité que nous avons, c'est le 21 janvier, c'est le Speed Networking Event, où on met les Facility Managers ensemble avec les Service Providers. Le Facility Manager peut faire des rendez-vous avec les Service Providers et les fournisseurs pour faire pendant 12 minutes un contact pour voir et pour peut-être prendre des rendez-vous après, avec une période de Covid où on ne peut pas se voir. C'est très important quand même qu'on reste connecté et c'est vraiment le moyen de le faire. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt.